Bien sûr, c'est miraculeux, comme un certain nombre d'épisodes qu'ont vécu Bess et Mesrine. Il va pouvoir s'évader facilement en empruntant un couloir que malheureusement personne ne connaît, hormis les magistrats qui travaillent sur place. Physiquement, il a toujours été dans une forme éblouissante. Il s'est allé se réfugier, se tapir dans ce blocos. Vous avez des armes qui ne fonctionnaient pas. Bess est un paramètre des postiches. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Bess a participé à l'évasion d'André Belaïch à Rome. L'évasion était très bien préparée. La difficulté, c'est quelles sanctions on peut prendre contre quelqu'un qui est déjà sanctionné. François Bess, l'ennemi public numéro 1. Et là, dans le box des accusés, on va juger tout au long de ce procès, dans un effort de synthèse quasiment surhumain, toute cette extraordinaire carrière criminelle. Mais au moment où les gendarmes, comme c'est la règle, déverrouillent ses menottes, comme si on déverrouillait le verrou de sa mémoire, il se revoit devant la cour d'assises d'Angoulême. C'est la première étape qui est censée sanctionner ces années de dérive criminelle. Dans cette petite cour d'assises de la Charente-Maritime, où il répond d'un petit crime. Eh bien, ce jour-là, devant la cour d'assises, il va avoir un comportement étonnant. On a affaire à un homme qui a toujours affiché, face à l'institution judiciaire, un évident mépris. Au moment où le président lui donne la parole, alors qu'on vient de requérir contre lui une peine de prison très sévère, il dit aux jurés, donnez-moi une chance, j'ai changé, vous avez affaire à un autre homme, faites-moi confiance et vous verrez, je ne trahirai pas cette confiance. On a le sentiment que quelque chose de vrai a vibré. Est-ce que les jurés vont être sensibles ? L'avocat général a requis 20 ans de prison, c'est-à-dire pour Bess, compte tenu de son âge, la mort civile. Il a, je crois, 52 ans. Eh bien là, le magistrat lui dit qu'il est condamné à 8 ans de prison. Eh bien, pour la première fois, cet homme qui tout entier fonctionne sur l'idée de confiance, de parole, constate que un boulanger, un mécanicien, un plombier, un instituteur, un comptable, peut-être un président de cour d'assises, lui ont fait confiance. Toute sa vie, à partir de ce moment-là, et jusqu'au moment où il va comparaître devant la cour d'assises de Paris, toute sa vie va changer. Lorsqu'il comparaît devant la cour d'assises de Paris, après ces 8 années, c'est un homme, mais alors objectivement, complètement différent qui se présente devant ses juges. Il a remis en cause assez globalement toutes ses adhésions, toutes ses croyances de l'époque. Parce qu'il a décidé d'apprendre et qu'il a décidé de comprendre. L'idée de François a toujours été de se construire. Il faut ajouter à ça, bien sûr, son chemin intérieur qui fait qu'il est maintenant en désaccord, en total désaccord avec son passé. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me forger une conviction extrêmement positive à son sujet, non pas bien sûr au sujet des crimes qui lui étaient reprochés. Qu'a-t-il bien pu se passer pour que cet homme soit aussi transformé ? Il a toujours aimé lire et il découvrait la littérature, il découvrait les livres, il lisait énormément, il réfléchissait beaucoup. Il a rencontré un professeur de philosophie qui l'a beaucoup aidé. Alors, est-ce que le président et les jurés vont comprendre sa vie? C'est en tout cas ce qu'il va tenter de faire. J'avais véritablement espoir que Bess se montre tel qu'il est. Et d'ailleurs, quand on voit son parcours, on se rend compte qu'il ne pouvait que se montrer tel qu'il est. Comme les jurés l'ont fait, comme le président de la cour d'assises l'a fait, essayons d'accompagner l'histoire de Bess pour tenter de comprendre du début
jusqu'au moment où il comparaît devant la cour d'assises de Paris, comment il a pu en arriver là. François Besse est né dans la liquoreuse ville de Cognac en 1944. Dès l'âge de 14 ans, il commet de petits larcins et il a 17 ans lorsque des policiers vont l'apprendre à son père. Le père, il est d'abord le réfractaire qui a fui l'Espagne franquiste, qui s'est battu mitraillette à la main et qui a crié « Viva la muerte !» Il ne rigole pas avec l'ordre, il ne plaisante pas avec la discipline. Et les difficultés de François vont venir de là. Il préfère s'évader de la maison, s'enfuir, plutôt que d'affronter son père. Et il va, à partir de ce moment-là, vivre sa propre vie, dans une espèce d'errance, où il va commettre des larcins, des cambriolages, se faire incarcérer parce qu'il est livré à lui-même, et il décide alors de s'évader de cette situation dans l'armée, et il va se taper 31 mois d'armée en Algérie. C'est là qu'il a appris tout ce qui va lui servir dans son parcours de criminel. Et il décide, de retour à Cognac, de trouver un boulot tranquille, et il le trouve. Il va devenir chauffeur routier. Son patron va apprendre qu'il a fait de la prison. Et un jeune homme qui travaillait honnêtement se retrouve licencié parce qu'il a un petit passé judiciaire. Cette première injustice, Besse ne va pas l'accepter. Il va être viré, il va se livrer à des vols de voitures et il va retourner en prison. Et là encore, une fois qu'il a payé, il décide une fois encore de mener une vie normale. Il a rencontré une jeune femme, elle est enceinte, il s'installe à Bordeaux, il travaillote, et puis un jour il rencontre un camarade d'école qui a les flics aux trousses. Et voilà, le problème c'est que le pote en question continue à faire des bêtises, il fait des braquages, on l'arrête. Et comme François l'héberge, et comme François a un passé, et comme François est de loin, ça se voit à l'œil nu, beaucoup plus intelligent, on considère que c'est lui le chef de l'équipe. Les policiers, confrontés à ces dénégations, vont le rouer de coups, vont le torturer. Et cette violence, cette humiliation, François Besse va l'engranger comme une espèce de souvenir insupportable qui va le faire agir. Il comparaît devant la cour d'assises et bien évidemment, il est condamné parce qu'il n'y a pas de doute possible, c'est forcément lui le coupable. Il est condamné le 18 mars 1971 à 7 ans de prison. Le fondement de sa révolution et de sa révolte face au système, il l'a défini précisément. C'est la première peine dont il écope à Bordeaux. Elle est beaucoup trop lourde, elle est sur des faits qu'il nie. Et lui, il dit que ça c'est fondateur sur sa révolte face au système. Et ça va être probablement la première injustice que François Besse va recevoir en plein casier judiciaire. Je veux bien croire que pour une jeune personnalité, alors qu'elle hésite peut-être entre l'ombre et la lumière, eh bien, cette condamnation qu'elle juge injuste l'a traumatisée plus que n'aurait fait autre chose. Et il entre quelque part dans cette grande famille des réfractaires qui ne pourront plus jamais faire confiance à l'institution parce qu'elle les a trompés, parce qu'elle les a brisés, parce qu'elle les a battus. Depuis 2 mois, il ronge son frein dans la maison d'arrêt de Gradignan. C'est la prison nouvelle norme avec ce qu'il faut à la fois de sécurité et d'humanité. C'est une maison d'arrêt relativement neuve. C'est une prison qui est installée sans mirador. Et c'était une prison sans barreaux. François Besse, bien sûr, n'a qu'une idée, une seule idée, une idée têtue, s'évader. Pour lui, l'évasion, c'est le remède à la justice. Il a été condamné injustement, il s'évadera justement. Je peux tout à fait comprendre qu'un condamné, et surtout une personnalité comme celle de François Besse, il y en a eu d'autres par la suite, Vaujour et autres, ait une envie intime
de s'échapper des murs. Il rencontre dans la cour de la prison un nommé Métro. Tous les deux, ils décident de s'évader. Il est dans sa cellule, à regarder à travers la fenêtre où il n'y a pas de barreaux, parce que le verre est infranchissable, le ciel, les nuages, l'air libre, la liberté, et il se demande comment il pourrait faire pour traverser cette fenêtre translucide, mais si opaque, si infranchissable. Et puis, à force de la regarder, cette vitre qui le nargue, il a d'un coup l'illumination du briquet. Il n'y avait pas pensé plus tôt. Il s'approche, il regarde la vitre. C'est pas possible que j'étais aussi con. Il vient soudain de se rendre compte que la vitre tient grâce à du mastic. Et oui, il suffit de faire fondre le mastic pour que d'un coup, la vitre devienne escamotable et que les barreaux invisibles, mais pourtant si serrés, se rompent. Il est l'un des premiers à avoir l'idée de cette espèce de choc thermique entre le plexiglas, les joints du plexiglas, et puis les rebords de la fenêtre. Donc avec un briquet et de l'eau, il arrive à faire sauter le joint et ensuite à pousser tout ça. Et il lui faut pour s'évader, trouver quoi? Trouver un briquet et oser faire le funambule le long du mur pour atteindre la cour d'enceinte, puis le mur qui sépare de la rue. Physiquement, il a toujours été dans une forme éblouissante. Je pense qu'il pouvait sans problème sauter des deux pieds et avec des pressions sur les jambes, sur les plaques de plexiglas pour les faire sauter après en avoir enlevé les joints. Petit à petit, avec son chalumeau de poche, lilliputien de l'évasion, il fait fondre le mastic. Il est aidé par son ami, le fameux Métro. À un bon moment donné, la nuit, il peut facilement, mais alors sans bruit, sans effort, ôter la vitre qui le sépare du monde libre. Et puis, comme dans les films de KPDP, il va s'évader en utilisant tout simplement les draps de son lit. Et le drap, c'est quand même le seul moyen qu'il y a de pouvoir descendre 5 ou 6 mètres sans que la chute soit trop brutale en bas. Il les accroche, il descend le long du mur et il touche le sol. Il est, ce 9 mai 1971, libre. Bravo. Sauf que, à partir du moment où un évadé touche le sol de la liberté, il appuie en même temps sur le signal d'alarme et il a toutes les polices de France à ses trousses. Pendant 2 ans, toutes les polices, comme on dit, vont le rechercher. En 1973 à Bordeaux, un braquage tourne mal, ses complices sont arrêtés et dès le lendemain, les policiers vont se rendre dans sa planque. Et il va tout faire pour sortir de là. Bess s'enfuit, court vers un terrain vague où il y a plein de blocos. À cet endroit-là va se dérouler sans doute ce qui aurait pu se terminer par sa mort. Il s'est allé se réfugier, se tapir dans ce blocos. Il y a des coups de feu, mais il y a surtout des gaz lacrymogènes qui sont mis dans un trou. Avant même qu'un seul policier ait pu pénétrer à l'intérieur du blocos, un coup de feu retentit, qui fait trembler tout l'environnement. Une odeur de poudre se dégage. Un inspecteur plus courageux que les autres entre dans le blocos et voit François Bess gisant dans son sang. Il a tenté de se suicider, il s'est raté, il s'est tiré une balle dessus et puis bon, voilà. François Bess vient de se tirer un coup de pistolet dans la poitrine, semble-t-il en plein cœur. C'est ce qui met fin d'ailleurs à l'espèce de folie et de frénésie qui entourait la fusillade, parce qu'il y a une excitation forte et on ne sait pas bien comment ça se serait terminé s'il n'y avait pas eu ce coup de feu sur lui et ce cessez-le-feu imposé par la blessure sur Bess. Il est mourant, conduit à l'hôpital et finalement sauvé. Il a, ce jour-là, semble-t-il, réellement voulu mourir. Viva la muerte!
il n'est pas mort. Il est blessé, il est à l'hôpital, il va mieux. Et de nouveau, la maison d'arrêt de Gradignan. Mais cette fois-ci, les choses ont changé. D'abord, la chanson du mastic finit. Il y a des barreaux qui diraient merde à la dynamite. Il y a aussi les fameux Mirador Bess. En effet, maintenant, les prisonniers sont sous le regard d'un Mirador baptisé, sur les fonds baptismaux de la précédente évasion, Mirador Bess. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va tout simplement décider de s'évader. Alors là, il va travailler à l'ancienne. D'abord, il se procure une scie et il commence le soir, le jour, quand le gardien s'éloigne, sa toute petite symphonie grignoteuse avec sa petite scie qui s'attaque au barreau, avec l'aide de son compagnon de cellule prénommé Patrick. Et tous deux vont réussir à scier les barreaux, et le voilà dans la nuit, le long des draps blancs, qui descend avec son complice. Et ils se retrouvent dans la rue, et ils se mettent à courir, et à un moment donné, alors qu'ils courent et qu'ils n'entendent que le bruit de leur respiration essoufflée, la sirène se déclenche, l'alarme enfin est donnée, et ils voient tout de suite les voitures de police, les voitures de gendarmerie, les voitures de l'administration pénitentiaire qui partent à leur recherche. Il se jette, lui, dans un buisson. Des deux évadés, l'un a de la chance, l'autre n'a pas de peau. Celui qui a de la chance, c'est François Bess qui a réussi à s'éloigner. Celui qui n'a pas de peau, c'est Patrick qui s'est fait prendre tout de suite. Et que, de loin, tapi dans les fourrés, Bess peut voir en train de lever les bras et de se rendre. Et lui, à ce moment-là, il a encore plus peur et il se tasse encore plus. Il entend, non loin, le bruit des pas, des gendarmes, les aboiements des chiens. Il y a un gendarme qui passe tout près de lui. Il entend sur le sol le bruit des bottes, il bronche pas. Pendant toute la nuit, Bess va supplier que le jour n'arrive pas trop tôt, parce qu'à ce moment-là, il serait comme braqué sous un projecteur qui le montrerait immédiatement à toutes les forces de police et de gendarmerie qui le cherchent. Le soleil, lentement, se lève, commence à faire chaud. Il est parfaitement éclairé, on le verrait à 10 mètres. Regarde. Il n'y a plus un gendarme. Il n'y a plus un policier. Il n'y a plus personne. Il est seul dans la nature. Ce qui lui permet, en se précipitant dans un ravin, en se cachant dans un fourré, en se blottissant sous un talus, de cheminer en évitant les recherches jusqu'à une maison. Il n'en peut plus. Il est assoiffé, il a faim, il est crevé. Il a l'impression que cette maison est tranquille. Il écoute, il n'y a pas de bruit. On entend simplement les oiseaux. Il casse une vitre, il ouvre la fenêtre et il entre. Un silence qui signale probablement qu'il n'y a pas âme qui vive, aucun bruit, aucun froissement, l'obscurité dans la maison. Il pousse une porte, entre dans une pièce qui est baignée par la pénombre, et à ce moment précis, du plafond, jaillit une lumière qui le percute. Et il voit devant lui un individu qui protège sa femme, qui est un peu cachée derrière lui, armé d'un fusil de chasse. « Haut les mains! Ne bougez plus! J'ai appelé la police. » Et comme l'homme semble vraiment ne pas être très sûr de lui et qu'il pourrait appuyer sur la queue de détente comme s'il tremblotait, Bess ne bronche pas et se laisse prendre sous la menace d'un fusil de chasse, comme s'il était un vulgaire lapin de Garenne. Cette fois-ci, il ne résiste pas, contrairement à ce qui lui avait provoqué la blessure la fois précédente. Sa cavale aura duré 21 heures et il retourne en prison.
Besse est condamné à 15 ans de prison. Là, ça devient sérieux. Il est enfin dans une prison parisienne. Il est incarcéré à Fresnes, la vieille prison de Fresnes, qui en a vu des prisonniers et qui a la réputation d'être une prison d'où on ne s'évade pas. La logique fait qu'on met dans ces endroits les gens les plus dangereux et les évadés potentiels les plus marquants, les recordman sans doute de l'évasion, et que ces gens-là se retrouvent. Ils ont un but commun, c'est l'évasion. Au rendez-vous de ces messieurs, il y a un nommé Benjeloul qui défraye la chronique Qui n'est pas un codétenu anonyme, puisque lui aussi est un braqueur. et qui est en prison dans l'attente de répondre de plusieurs meurtres qui lui valent d'encourir la peine de mort. C'est quelqu'un qui a aussi décidé de se révolter contre les conditions de détention. Les deux hommes n'ont qu'une idée en tête, percer les murs de la maison d'arrêt de Fresnes pour s'échapper. Dans les vieux plats, on fait la vieille cuisine. Alors ils vont utiliser les vieilles recettes pour se nourrir de l'air de la liberté. Premier ustensile, indispensable à la cuisine, la scie. Comment on fait rentrer une scie quand on est DPS en 1978 et en 1976 avant? Comment on fait rentrer un téléphone portable aujourd'hui quand on est DPS? C'est incroyable, mais ça passe toujours. Alors avec cette petite scie, les deux compères, Besse, Benjeloul, eh bien, vont de nouveau scier les barreaux et comme autrefois, dans la tradition des évasions d'antan, ils vont utiliser le linge pour descendre le long du mur de la maison d'arrêt, franchir le mur d'enceinte et se retrouver dans la rue où un véhicule les attendait et s'en aller vers la liberté. Quand on réussit une évasion aussi classique, il faut rester dans la tradition. La bourse ou la vie. Et voilà pourquoi, sans doute, par le fonctionnement d'un lien associatif d'idées, François Besse et ses complices décident de s'attaquer au bureau de change de la bourse. Mais là, malheureusement, ça se passe mal. Les policiers les attendent, les cueillent, les arrêtent. Et c'est le retour, pour la 3e fois, à la case prison. François Besse, dans son itinéraire carcéral, se rapproche de plus en plus de la capitale, puisqu'il est maintenant incarcéré à l'intérieur de la très vieille prison de la Santé. Il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui vient d'apparaître dans le monde des prisons, c'est la création des terrifiants QHS, quartiers de haute sécurité. C'est un régime qui est extrêmement dur et dont je ne crains pas de dire qu'il est à la limite de l'inhumanité. Enfin, isoler quelqu'un complètement, c'est inhumain. La polémique est lancée autour de la question des quartiers de haute sécurité. C'est la honte de la France, disent les uns. C'est le seul moyen d'empêcher les évasions des délinquants, des criminels dangereux, disent les autres. La difficulté, c'est quelles sanctions on peut prendre contre quelqu'un qui est déjà sanctionné. Le 3 janvier 1978, un comité d'action des prisonniers frappe à la porte de l'opinion publique. Libération publie leur texte avec beaucoup d'explications et une prise de conscience dans cette France de Giscard d'Estaing de la difficulté terrifiante des conditions de détention. La prison, dans les affaires criminelles les plus graves, elle est simplement destinée, de mon point de vue, à préserver la société durant un certain laps de temps des agissements d'individus qui parfois recommenceraient inéluctablement ce type d'action. Besse est dans ce coffre-fort humain, verrouillé, enfermé, presque enseveli dans la prison. Et on se dit, à ce moment-là, il ne va plus y avoir d'évasion. Mais l'engrenage continue. Que François Besse ait éprouvé un sentiment de révolte et de vouloir mettre
de vouloir casser ce système, mais je le comprends tout à fait. Il y a une concentration de gens qui sont les gens les plus dangereux de France, les évadés potentiels les plus dangereux de France. Et voilà que la distribution des cartes carcérales met dans le même jeu ces deux cartes qui n'auraient jamais dû se réunir parce qu'elles peuvent faire trembler tous les pokers. François Besse et Mesrine. Le surnom de lieutenant Mesrine qu'on donne à Besse, la presse va lui donner, moi je lui donne en sous-titre du bouquin, il est quasiment injuste pour le bonhomme, puisque finalement Besse rencontre Mesrine grâce à qui? Grâce à la prison. Et l'administration, incroyable mais vraie, va accepter que Besse demeure en compagnie de Mesrine. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Encore une fois, c'est leur carrière criminelle et c'est leur volonté forcenée et considérable de s'arracher de là. Mesrine est très agité. Et les gardiens ont l'impression que Besse le calme. Ils ont des motivations bien différentes à l'époque. Il y en a une qui est celle de Mesrine, qui est celle de vouloir faire péter le système, et y compris d'aller à Mende, par exemple, pour faire s'évader ceux qui sont dans les conditions les plus dures dans les quartiers de haute sécurité. Besse, dit-il à l'époque, et on peut le croire, c'est de vouloir retrouver une vie plus rectiligne, plus sage. Besse est dans une fuite, mais il n'est pas, autant que Mesrine, dans une revanche vis-à-vis de la société. Ils sont frères d'infortune, Mesrine et Besse. Ils sont tous les deux à Fresnes, où ils ont le projet de s'évader. Pas de chance, on les transfère, mais on va les transférer ensemble avec quelques décalages de temps, mais ils vont se retrouver ensemble, en tout cas cette fois-ci, dans le QHS de la Santé. Le 8 mai 1978, Besse est dans sa cellule. Mesrine a donné rendez-vous à Maître Giletti. Elle l'appelle à 9h précises au parloir des avocats. Il arrive, il s'installe, il est souriant. Il appelle le gardien qui est là et lui dit « Écoutez, soyez gentil, j'aurais besoin de mon dossier canadien. Je l'ai oublié, il est dans la cellule de Besse. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse d'aller le chercher ?» Le gardien va jusqu'à la cellule de Besse, qui l'attend et lui demande de bien vouloir lui passer le dossier canadien. Il y a une espèce de passage par lequel on peut passer un dossier. Et Besse, qui a pris soin avant de s'emparer du dossier, de récupérer dans une boîte métallique une bombe lacrymogène qui dissimule derrière son dos. Il prend le dossier, il essaye de le faire passer, le dossier est trop volumineux, il ne passe pas. Le gardien, n'écoutant que son insouciance, va accepter d'ouvrir la porte. Et à ce moment-là, Besse lui envoie une giclée de gaz lacrymogène, le neutralise. Quelques secondes auparavant, Mesrine est monté sur la table du parloir des avocats. Il pousse une dalle du faux plafond. Quelqu'un parvient à mettre dans la grille d'aération qui est juste au-dessus de la tablette qui sépare l'avocat du détenu, effectivement une série d'armes et aussi d'échelles de cordes qui vont servir pour pouvoir sortir. On ne saura jamais exactement qui a contribué à l'évasion de Besse et Mesrine des quartiers de haute sécurité. L'avocate, Maître Giletti, est éberluée. Elle lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et il lui répond simplement « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. » Il court vers la cellule de Besse qui a neutralisé le gardien. Avec son concours, il s'empare du directeur qui les enferme et il s'habille de la tenue, de l'uniforme des gardiens de prison. Et à un moment donné, il rencontre un individu qui s'appelle Carmen Rive, qui leur dit « Mais moi, je veux m'évader avec vous. » Et les voilà passés de 2 à 3. Ils ont réussi à franchir tous les barrages. Ils sont maintenant au pied du mur d'enceinte. Heureusement pour eux, des maçons ont oublié, là, au pied du mur, une échelle. Les 3 hommes s'en servent pour monter sur le sommet du mur. Rive passe en premier. Mesrine, qui a pris une arme à un gardien, passe
cette arme à Carmen Rive, qui est maintenant le premier en haut du mur. Les deux hommes le rejoignent. Dans leur uniforme de gardien de prison, leur présence sur le mur d'enceinte n'a pas alarmé les policiers qui sont là. Soudain, la sirène retentit. L'alarme est donnée. Alors qu'un policier regarde vers le mur d'enceinte, sans pour autant y voir quelque chose qui pourrait l'inquiéter, Rive interprète ce regard comme une menace. Sans raison, n'obéissant finalement qu'à son angoisse, il ouvre le feu. Immédiatement, les policiers ripostent et on voit Carmen Rive fauché par une balle, comme par un fulgurant coup de vent, qui tombe du mur et s'écrase sur le sol. La polémique, c'est de savoir si c'était un état de légitime défense ou si au contraire on l'a un peu abattu dans la frénésie et la colère du moment. La version officielle qui a été donnée de celle d'une riposte en état de légitime défense, c'est une version qui ne tient pas. Besse et Mesrine ripostent, mais les armes ne fonctionnent pas. Y a-t-il eu coup de feu de leur part? L'incertitude demeure, mais en tout cas, il est clair que Mesrine, d'après Besse, veut tirer, peut-être en l'air, si on veut lui faire ce crédit-là, et que les armes ne marchent pas. Il n'y a jamais eu de coup de feu tiré par ceux qui s'évadaient. Vous l'avez dit, ils avaient des armes qui ne fonctionnaient pas. Donc on voit mal comment on peut invoquer une situation de légitime défense de la part de celui qui a tiré sur Carmen Rive. Les coups de feu ont dirigé les regards de tout le personnel de l'administration pénitentiaire vers le mur. Et là, très vite, avant même que les gardiens aient pu réaliser ce qui se passe, ils assistent à une scène de cirque. Les deux hommes se jettent du haut du mur dans le vide et retombent sur leurs pieds, arrêtent un véhicule qui passe par là, une R20, monte dedans et s'enfuit. Bien sûr, c'est miraculeux, comme un certain nombre d'épisodes qu'ont vécu Besse et Mesrine. Ils ont réussi à s'évader, ils ont laissé un mort derrière eux, le spectacle est terminé. Il faut un sacré culot pour décider d'aller cambrioler le casino de Deauville, alors qu'il n'y a pour aller et pour venir qu'une seule route. Mesrine et Besse vont braquer le casino de Deauville, mais la police les attend à la sortie. C'est une fusillade inouïe, ça tire de tous les côtés. Ils arrivent à s'enfuir, ils vont rouler quelques kilomètres, mais malheureusement, ils vont tomber dans un barrage de gendarmerie. Ils foncent sur le barrage, ils le forcent, ils le passent, des coups de feu sont échangés. Finalement, ils ont réussi à franchir le barrage. Ils vont se faire blesser tous les deux. De toute façon, ils vont chercher par tous les moyens à s'enfuir et à chercher un endroit pour se planquer. Un petit village calme, Saint-Aubin. Ils vont arriver à Saint-Aubin-le-Vertueux. Là, ils prennent une famille en otage et ils vont repartir le soir même. Besse a une idée. Il va organiser une cache sur la banquette arrière. Lui et Mesrine vont s'y dissimuler. Les enfants vont s'asseoir dessus et ils vont les tenir en joue avec les armes, obligeant les parents à franchir les barrages. Juin 1978, François Besse invente une méthode de braquage jusqu'alors totalement inconnue. Le braquage à l'arme humaine. Mesrine et Besse vont prendre en otage la famille d'un conseiller de la Société Générale du Raincy. Et pendant que Mesrine va se rendre avec le conseiller au niveau de la banque pour voler les coffres, Besse va garder la famille d'otages. Il quitte le village avec en poche 450 000 francs de l'époque. Une vraie fortune. François Besse a maintenant en poche de quoi refaire sa vie. Mais très vite, leurs chemins vont se séparer. Besse raconte qu'il ne
n'était pas d'accord avec les projets un peu fous de Mesrine et qu'il s'est rendu compte qu'ils ne pouvaient plus continuer ensemble assez rapidement. Par la suite, Besse va partir en Belgique, s'installer dans un appartement de Bruxelles. Ce qu'il ignore, c'est que pendant qu'il va et qu'il vient, alors que les policiers ne pensent pas à lui, un des habitants de l'immeuble est surveillé. Les policiers belges prennent systématiquement des photos de l'individu sous surveillance. Et en prenant des photos, bien évidemment, ils photographient les habitants de l'immeuble, les gens qui entrent, les gens qui sortent. Et forcément, dans la masse de photos prises, il y a des photos où l'on voit Besse. Malheureusement, des policiers belges sont en planque devant son appartement et prennent des photos. Incidemment, des policiers français qui vont se rendre en Belgique vont avoir ces photos et reconnaître François Besse. Le 11 mars 1979, une armada de policiers, alors là, tombe sur Besse, qui se laisse prendre, et qui, à partir de maintenant, est le prisonnier du roi des Belges. Il faut, pour qu'on le juge en France, le faire extrader. On est, je me permets de vous le rappeler, en mars 1979, et la guillotine fonctionne encore. Le 26 juillet, il comparaît devant la chambre du Conseil au palais de justice de Bruxelles pour une demande de mise en liberté qu'il a présentée. Il y a son avocat qui est là, Maître Grindorge. Il entre dans le box, on le démenote, il a les mains libres. Le président, de loin, à la distance sacramentelle qui sépare le président de l'homme qu'on juge, commence à l'interroger quand soudain, Besse se penche, ramasse sous le siège une arme. Tout va à la vitesse de l'éclair d'une arme à feu. Besse bondit armé, se saisit du président, le prend en otage. Et, le menaçant de son arme, le président qui est devenu blême comme son Hermine, est conduit jusqu'à l'extérieur par le couloir privé des magistrats jusqu'à la sortie. Il va pouvoir s'évader facilement en empruntant un couloir que malheureusement personne ne connaît, hormis les magistrats qui travaillent sur place. Il saute sur une moto qui l'attend et il disparaît. L'évasion était très bien préparée. On avait mis des armes de chaque côté du banc de façon que, quelle que soit sa position, il puisse les trouver. C'était quelqu'un de très proche qui a certainement été déguisé en avocat et qui s'est rendu sur place le matin même de l'évasion. Et on a une idée très précise de qui ça peut être, et certainement quelqu'un de très proche dans la famille. Besse sent quand même qu'il fait mauvais temps. Et il est conforté dans cette idée lorsqu'il apprend, le 2 novembre, que porte de Clignancourt, dans un guet-apens policier, Mesrine a été abattu. Besse essaye de se faire discret. Il va partir en Italie, monter une société d'électricité, mais malgré tout, il fait quelques coups entre l'Italie et l'Espagne. Il va aller à Marbella, il va braquer un gros bijoutier, il va rentrer, mais se faire arrêter en Espagne en 82. Comme quoi, cet homme qui côtoie par moments les cimes de la légende retombe chaque fois dans la glissade du toboggan de la médiocrité, dans la même case, toujours la même, la case prison. Très difficile de s'évader de la prison. Elle est vraiment verrouillée. Et puis la garde civile ne plaisante pas. Lors d'un parloir dans sa prison espagnole, Noël, la sœur de François Besse, va lui présenter une jeune fille, Marie-Ange, dont il va tomber immédiatement amoureux. Depuis qu'il a rencontré Marie-Ange, François Besse souffre. Il a des maux d'estomac qui ne le quittent pas. Cette rencontre en prison, au parloir, qui fait que il n'a pas envie de rester en prison, et puis il a une ligne de fuite, si l'on peut dire, c'est le visage qu'il a vu à côté de lui et qui le motive. Le médecin qui l'examine
n'arrive pas à comprendre pourquoi cet homme a des douleurs si aiguës, si persistantes. Ce qui implique que François Besse doit être conduit de la prison à l'hôpital où les examens seront effectués. On décide donc de le mettre dans un fourgon cellulaire pour le conduire à l'hôpital. Mais comme on est économe des moyens, on décide qu'on va utiliser pour ce transport le fourgon cellulaire qui conduit également des prisonniers au palais de justice. Besse ne dit pas un mot. Même si on lui parle, il ne répond pas. Du reste, voudrait-il répondre qu'il aurait beaucoup de mal pour le faire puisque dans sa bouche, à l'intérieur de sa bouche, il a une petite clé destinée à déverrouiller ses menottes. Mais pour trouver le moyen de se démenotter, il faut que l'attention des gardiens soit détournée. Alors, il provoque une extraordinaire bagarre entre tous les détenus et au moment où l'entremêlement des combattants est particulièrement serré, où l'on ne reconnaît plus un gardien de prison d'un détenu, il en profite pour cracher dans sa main le tout petit matériel qui lui permet de déverrouiller les menottes et tout simplement ouvrir la porte du fourgon et s'enfuir. Il vient de réussir sa 6e évasion. Alors maintenant qu'il est libre, il décide de rentrer en France. Il y a peu d'exemples parmi les truands de gens qui arrivent à s'éloigner de la France et à rester à l'étranger. Je veux dire, alors je ne sais pas si c'est l'amour du pays, mais quelque part, ils reviennent toujours. Il revient en France avec cette traversée des Pyrénées qui est assez extraordinaire, avec le contrôle douanier dont il arrive à échapper. Arrivé à la frontière de Cerbère, les douaniers vont découvrir des armes dans le coffre de la voiture. Et là, Besse ne va pas se laisser faire en définitive. Il va prendre une arme, il va les braquer, prendre un douanier en otage. Il va aller jusqu'à Perpignan. Perpignan, il va relâcher le douanier, mais il va prendre un taxi en otage et le taxi va l'amener jusqu'à Paris. Et Besse, au moment de laisser partir le chauffeur de taxi, lui dit « Tu diras aux flics que tu as eu François Besse comme client. » À compter de cette ultime provocation, Besse va réussir sa plus intelligente évasion. De 1982 à 1994, on ne va plus entendre parler de lui. On est en 82, il rentre d'Espagne et c'est là qu'il va rencontrer des membres du gang des postiches, dont l'actualité se fait chaque jour. Besse est un paramètre des postiches. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement, mais c'est un paramètre. Est-ce qu'il a aidé sur un braquage? Il savait faire. Est-ce qu'il a aidé sur une évasion? Il dit que oui. Besse a participé à l'évasion d'André Belaïch à Rome. Voilà. Puisqu'il l'a dit lui-même. Mais c'est tout ce que l'on sait. Est-ce qu'il a aidé sur une cavale? C'était aussi l'une de ses habitudes par la nécessité. Il n'y a aucun lien qui était établi dans les dossiers entre Besse et les postiches. Et on pense avec raison, que François Besse va s'acoquiner avec le gang des postiches qui va effrayer la chronique. Ce lien, il est fondateur sur sa volonté d'évasion extraordinaire, qui est celle d'annoncer sa mort et de faire croire et de faire savoir que c'est les postiches qui l'ont tué parce qu'il n'a pas été correct sur un coup. Le bruit court qu'il a été victime d'un règlement de compte à l'intérieur du gang des postiches. Besse a commencé un coup, il n'a pas été correct, il a été dézingué. Non seulement le bruit court, mais il est de plus en plus accrédité. 2 membres au moins des postiches vont faire croire dans le milieu policier, par le biais des indices et par le biais de la bande, comme on dit, qu'il est mort. On le croit d'autant plus que pendant 8 ans, il ne va plus donner aucun signe de vie. Il va inventer l'évasion funéraire.
On est en 1986 à Rome. Un certain Duchemin va participer à l'évasion en hélicoptère d'André Belaïch, dont on suppose qu'il est un membre des postiches. Mais pendant des années, on va se demander qui était donc ce Duchemin désert qui a aidé Belaïch à s'évader. Un peu vantard, François Besse. Il a expliqué qu'il avait été l'un des complices de l'évasion par hélicoptère, une évasion assez spectaculaire. Il a dit clairement, François Besse, lors de son procès, Duchemin, c'est moi. Belaïch va se tourner vers le box, le regarder et lui dire « Bien, si c'était vous, alors je vous remercie. » Il y a un petit gamin qui est un habitué du quartier, il le sillonne sur son vélo. Alors qu'il arrive en pédalant à la hauteur du 202 de la rue Montmoreau, il croit voir un homme qui manipule une arme. Il fonce vers son père et il lui dit « Papa, j'ai vu un homme avec une arme !» L'histoire atterrit bien évidemment au commissariat. Les policiers vont prendre l'information au sérieux parce qu'à la même époque, il y a une équipe de braqueurs qui sévit dans la région. Ils vont se rendre sur place, perquisitionner, découvrir des armes et des papiers au nom de Pierre et de Claire Lacroix et une échographie. Ce qui laisse à penser que Claire Lacroix est enceinte et qu'elle va probablement, dans peu de temps, accoucher. Et bien entendu, Claire Lacroix, c'est Marie-Ange, la compagne de Besse depuis son évasion d'Espagne en 1982. Et puis, il prélève une empreinte dont ils vont confier l'analyse au laboratoire de police scientifique. Au laboratoire de police scientifique, on soumet cette empreinte digitale à l'examen. Et d'un coup, les policiers sont sur le cul. Ils n'en reviennent pas. Cette empreinte, c'est l'empreinte de François Besse. De nouveau, et 12 ans plus tard, Besse est l'homme le plus recherché de France. Les policiers vont localiser la maternité où la compagne de Besse va accoucher, mais malheureusement, il va arriver beaucoup trop tard. Le bébé, la maman et le papa se sont envolés. La police va mettre la famille de Besse sur écoute, ils vont surveiller son courrier, et Besse, malheureusement, va envoyer des photos de sa petite famille. Et une de ces photos, particulièrement, va intéresser un policier. Il prend une loupe et il regarde d'un peu plus près la photo. Et il voit une publicité rédigée en langue arabe. Elle est pour un restaurant qui se trouve à Tétouan, au Maroc. Sans le vouloir, par ce détail, François Besse vient de fournir aux policiers français son adresse. Des policiers français vont débarquer au Maroc, vont localiser la planque de Besse, et c'est Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur à l'époque, qui va intervenir auprès des policiers marocains pour le faire arrêter. Clairement, il y aura une intervention téléphonique, ça elle existe, elle est pas niée. Sur place, la police va lui tendre un piège dans un restaurant et ils vont l'arrêter. Évidemment, la France le réclame. Et puis voilà qu'un triste matin, le 14 février 1996, il touche le sol français et il se retrouve de nouveau dans une prison sur le mât de laquelle le drapeau tricolore claque au vent. Et le revoilà devant la cour d'assises de Paris. À l'instant où sa mémoire
lui a fait accomplir le voyage que nous venons de faire avec lui. Il a été condamné, vous vous en souvenez, à Cognac à 8 ans de prison. De longues années ont passé, et le voilà maintenant devant la cour d'assises pour répondre de plusieurs années de comportement criminel. Un calcul rapide permet de dire qu'il risque au moins 25 ans de prison. L'avocat général a requis contre lui 13 ans de prison. François Besse est condamné à 8 ans de détention, qui, par le jeu de la confusion des peines et des autres sanctions qu'il pourrait encourir, s'élèvera à un maximum de 10 ans de prison. Cet homme, depuis le 27 février 2006, jour où il a retrouvé la liberté, n'a plus fait parler de lui autrement que comme un brave employé de chez Emmaüs. Ce jour-là, à 5 heures du matin, pour la première fois de sa vie, il verra devant lui s'ouvrir les portes d'une prison qu'il n'aura pas forcée. Il se dit, tiens, c'est quand même bien agréable de quitter la prison par la porte principale, sans qu'aucune sirène ne vous crie dessus.